C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette scène dans son émission African Podcast TV. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Monsieur le député Sébastien Nado. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est Sébastien Nado? Écoutez, je suis un député français, donc un parlementaire, qui siège à l'Assemblée nationale depuis 2017, donc ça fait depuis 3 ans. Je suis membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale et également membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc à ce titre, effectivement, j'ai pas mal d'activités qui sont liées avec les situations diverses et variées que connaissent les pays du continent africain. Et en tant que parlementaire, j'ai un rôle très spécifique. Je dois contrôler l'action de mon gouvernement. Donc moi, je ne suis pas dans le gouvernement, je suis un parlementaire. Et donc, je dois dire si mon gouvernement, finalement, fait, selon moi, des bonnes choses avec les différents pays d'Afrique, ou bien si les choses ne vont pas très, très bien. Bien, merci. Donc, parlons de l'Afrique quand même, ou bien du changement de la Constitution. Donc, quelle analyse faites-vous par rapport au changement de la Constitution en Afrique? Alors, d'abord, il y a une diversité de situations qui est extrêmement importante quand on considère un pays africain ou un autre. Et je dirais qu'il faut être en capacité de rentrer un petit peu dans l'histoire, les aspects politiques de chacun des pays pour pouvoir dire si la Constitution doit être modifiée ou s'il s'agit simplement de la respecter et de permettre un développement démocratique à travers ce respect de la Constitution. Donc, il faut être un petit peu plus précis sur le pays dont on parle pour pouvoir apporter une réponse. Donc, par exemple, nous avons vu le cas de la Guinée, le changement de la Constitution, et aussi le cas de la Côte d'Ivoire. Malgré que le président Ouattara n'a pas changé la Constitution, lui, quand même, il a violé la Constitution. M. Alpha Condé a changé la Constitution. Donc, quel regard faites-vous? Alors d'abord, concernant la Guinée, qui était une situation, de mon point de vue, extrêmement grave, du point de vue de l'état de droit aujourd'hui, puisque d'abord, il y a des opposants politiques qui sont mis en prison, il y a des jeunes gens qui meurent dans les quartiers des villes, et on sent bien qu'il y a un manque de maîtrise complet des situations de police en ce moment. Et puis, tout récemment, il commence à y avoir les médias indépendants qui sont vraiment mis en difficulté puisqu'il y a des convocations au tribunal. Donc la situation de l'état de droit n'est pas du tout satisfaisante en Guinée. Et elle repose sur quelque chose qui ne puisque, effectivement, Alpha Condé, pour pouvoir être candidat une 3e fois, juste avant, dans le temps qui convient pour faire cela, il a fait modifier la Constitution à sa main pour pouvoir être à nouveau candidat. Donc le fait même de modifier la Constitution pour faire cela indique parfaitement qu'on n'est plus dans un processus démocratique. Plus grave, c'est une élection qui est entachée de ce qu'on appelle l'insincérité du scrutin, c'est-à-dire que le scrutin et le résultat n'est pas sincère, et l'Union européenne, dont vous voyez le drapeau derrière moi, l'a fait savoir très clairement, a indiqué qu'elle ne reconnaissait pas un scrutin démocratique normal en Guinée. Et juste derrière ça, le président Alpha Condé, plutôt que de rechercher, à travers cette élection qui n'est pas satisfaisante, de rechercher l'apaisement, il est en train d'essayer d'abattre
toute forme d'opposition politique ou médiatique. Donc forcément, quand on regarde la situation en Guinée et qu'on est quelqu'un qui a à cœur d'essayer de défendre les droits de l'homme et les questions de droit, tout simplement, véritablement, on est dans un cas d'école d'une dérive totale. Bien. Et par rapport au cas de la Côte d'Ivoire? Alors, la Côte d'Ivoire, on pourrait avoir ce même jugement, mais il y a quand même une différence significative, c'est que la situation n'est pas la même. Et c'est pour ça qu'il faut être précis. En tant que tel, moi, je n'étais pas du tout satisfait que le président se présente pour un troisième mandat, parce que je pense que ce n'était pas satisfaisant sur le cours démocratique des choses. Mais il y a quand même une situation très différente, puisque en Guinée, le président sortant se met à payer très cher les magistrats qui vont modifier la Constitution. Et puis, donc, il y a cette élection. En Côte d'Ivoire, on a un président qui ne souhaitait pas se présenter. Et on a le décès dans la course à l'élection, et quand même de manière assez tardive, du Premier ministre qui devait être le candidat finalement dans l'affiliation du président. Et le président, ne voyant pas de successeur qui lui paraissait convenir, se présente. Donc d'un point de vue strictement juridique, c'est pas satisfaisant. Maintenant, dans la situation assez large du pays et de la déstabilisation quand même de la région, parce qu'il y a vraiment une instabilité qui est croissante dans cette région du monde, on peut le comprendre. Maintenant, je ne trouve pas ça satisfaisant non plus. Oui, parce que, comme vous l'avez si bien mentionné, la plupart des Africains ou bien des journalistes ne sont pas d'accord avec M. Ouattara, du fait qu'il n'a pas changé la Constitution, mais lui, il a violé la Constitution. On le savait très bien qu'il n'avait pas l'intention de se présenter, mais malheureusement, il y a eu le décès de l'ex-premier ministre. Mais il y avait d'autres Ivoiriens qui étaient capables de présider la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait, comment vous pensez à cela? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, il y avait d'autres gens qui étaient capables de diriger le pays. Donc, la plupart des Africains ou bien des journalistes ne voyaient pas ça comme un bon argument en disant que de fait qu'il ne voulait pas changer la Constitution, donc de fait qu'il y a eu un décès du Premier ministre. Donc, il y avait seulement que lui qui pouvait faire la situation. Donc, moi, je pense très bien qu'il y avait d'autres candidats ou bien il y avait d'autres intellectuels qui pouvaient diriger la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en dites? Mais complètement. Moi, vous savez, le jeu démocratique est un jeu extrêmement difficile. Mais il y a une certitude, c'est que si en cours de route, on change les règles du jeu, on sort du jeu démocratique. Et c'est ce qu'ont fait et le président Alpha Condé et le président Alassane Ouattara. Donc, bien sûr, ce n'est absolument pas satisfaisant, ni dans un cas, ni dans l'autre. Et puis, vous avez raison. Comment imaginer qu'en Côte d'Ivoire, il n'y ait pas suffisamment de gens de très haute qualité pour pouvoir assumer cette fonction, qui est une fonction certes extrêmement difficile. Certes, c'est mieux d'y avoir été un petit peu préparé, mais néanmoins, à l'évidence, le potentiel de la Côte d'Ivoire est quand même sacrément important, et donc il pouvait y avoir quelqu'un de satisfaisant. Donc cette démarche et ce jeu où on marche finalement sur ce qu'est l'exercice démocratique normal, on s'assied dessus parce qu'il y a des circonstances exceptionnelles, pour autant, ce n'est pas satisfaisant. Moi, vous savez, je suis en France. Pour moi, le président de la République, dans notre Constitution, est le garant de la Constitution. Donc, si c'est le premier qui marche dessus et qui l'enfreint, ça signifie qu'on sort du jeu démocratique. Et c'est le cas que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour la Guinée, et puis dans d'autres pays dont les échéances arrivent, et on voit manifestement qu'il y a problème. Quand on voit qu'au Niger, le principal opposant, qui avait été candidat en 2016,
qui a été Premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale, se voit refuser par la commission d'investiture sa candidature, franchement, ça paraît quand même très, très, très curieux. On voit bien que là aussi, on s'avance tout droit vers quelque chose qui est tout sauf une élection démocratique. Et on pourrait reprendre ces exemples et les démultiplier. Vous savez qu'il y a aussi une élection présidentielle en République centrafricaine qui vient prochainement. Oui. Là également, quand on veut voir des signaux forts d'un processus démocratique, il faut vraiment chercher. Parce que moi, pour l'instant, je ne les vois pas non plus concernant ce pays. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est qu'on a le sentiment que dans la décennie de 2000 à 2010, on était plutôt sur un amorçage de processus démocratique dans plusieurs pays d'Afrique et qu'on allait vers la bonne direction. Et là, on arrive dans le début des années 2020 et on s'aperçoit qu'on est plutôt sur des marches arrière, quelque chose d'assez réactionnaire, d'assez conservateur, et où, effectivement, quand on est observateur comme moi des relations internationales et parlementaire d'un pays comme la France, d'abord, il y a de quoi s'inquiéter pour les pays, mais par ailleurs, il y a des responsabilités qui sont liées personnelles, politiques de chacun des pays concernés, mais il y a aussi des responsabilités des grandes puissances de ce monde et des moins grandes, comme l'est la France, par exemple. Bien. Alors qu'en pensez-vous au remerciement d'Emmanuel Macron à Alpha Condé et à Ouattara? Vous savez, il avait remercié monsieur Ouattara. Avant tout d'abord, il n'avait pas remercié, félicité monsieur Alpha Condé, mais après quelques semaines, il a félicité monsieur Alpha Condé. Donc, qu'en pensez-vous de cela? Alors, d'abord, concernant Alpha Condé, le président guinéen, Emmanuel Macron a d'abord, par la voix du média Jeune Afrique, exprimé une position très froide à l'endroit d'Alpha Condé et de sa méthode et de sa réélection. Et il a ensuite, non pas félicité Alpha Condé, mais il lui a souhaité plein de succès dans un certain nombre de domaines, et particulièrement des aspirations du peuple guinéen à la paix, à la prospérité, etc. Donc c'est tout à fait différent. Il n'a pas du tout félicité Alpha Condé. C'est beaucoup moins tranché et vous l'avez souligné concernant la Côte d'Ivoire, où là, effectivement, on a l'impression que le président de la République française a laissé de côté ce maintien au pouvoir contre la constitution ivoirienne du président. Et pour le coup, là, oui, ça ressemble à des félicitations et on pose un petit peu un bâillon sur la démocratie. C'est pas grave pour cette fois. Et puis, on ne sait pas, on fera mieux la prochaine fois ou on ne le fera pas, puisque quand on enfreint une fois la Constitution, combien de fois après on peut se permettre de l'enfreindre? On ne voit plus trop les limites. Donc, c'est des situations qui sont différentes. Moi, j'entends la comparaison entre Guinée et Côte d'Ivoire, mais y compris la position du président de la République française vis-à-vis de ces deux pays n'est pas la même. Mais il n'y a pas la même histoire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la même histoire en Guinée, il n'y a pas les mêmes enjeux. Alors tout le monde a souligné le fait que c'était uniquement pour des raisons d'enjeux économiques. Bien évidemment que ça rentre en compte. Bien évidemment que ça rentre en compte. Je crois qu'il faut avoir toute sa raison pour comprendre que les relations entre deux puissances étrangères l'une à l'autre, la question des enjeux économiques importe sérieusement. Et donc, il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr que les questions économiques ont pesé davantage que les questions démocratiques. Moi, c'est ce que je déplore, parce que je considère que ne pas mettre en premier les questions démocratiques, de manière générale, ce n'est pas satisfaisant, parce que ça veut dire qu'on oublie les gens et qu'on fait passer autre chose devant. Et de manière particulière,
un pays comme la France, qui est le pays des droits de l'homme par excellence, a un message qui ne peut pas mettre en arrière-plan cette question de l'état de droit et d'un processus démocratique électoral. Donc moi, je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont la France, son président, son ministre des Affaires étrangères se comportent vis-à-vis de plusieurs pays africains à l'heure actuelle. Et par ailleurs, si il y avait une réalité derrière le discours d'Emmanuel Macron sur la Guinée, c'est-à-dire qu'il avait cette insatisfaction, je rappelle quand même qu'il y a ce qu'on appelle les accords de Cotonou, dont la Guinée est signataire et la France aussi, puisque c'est des accords entre l'Union européenne et puis un certain nombre de pays d'Afrique et des Caraïbes. Et il y a une question qui est extrêmement précise. Je ne saurais vous dire le numéro de l'article, mais quand il y a infraction sur les questions d'état de droit, sur les droits de l'homme, eh bien, on adosse des sanctions économiques. Et la France, si elle avait vraiment une voix à faire valoir sur les questions des droits de l'homme, elle devrait sanctionner un pays comme la Guinée par rapport notamment à l'après-élection qui est extrêmement violent et extrêmement grave du point de vue démocratique. Bien, donc, de fait que, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures, de fait qu'il a félicité M. Ouattara et pas félicité M. Alpha Condé? Donc, est-ce que nous pouvons dire que la France d'Emmanuel Macron valide le troisième mandat ou le changement de la constitution en Afrique? Le fait qu'il a félicité M. Ouattara, donc cela veut dire qu'il a validé cela. Et aussi, même s'il y a d'autres qui disent qu'il n'a pas félicité M. Alpha Condé, mais il y a d'autres qui pensent qu'il a félicité M. Alpha Condé, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron valide le troisième mandat en Afrique ou bien le changement de la constitution? Non, je ne crois pas qu'on puisse le formuler de cette manière. D'abord, concernant la Guinée, encore une fois, il n'a rien validé du tout et il n'a pas félicité le président Alpha Condé. Donc, moi, vous savez, j'ai des oppositions franches avec le président de la République française, Emmanuel Macron, mais là, sur le sujet, en aucun cas, il a félicité. Par ailleurs, dans les relations internationales, une fois que le président est élu, c'est juste quelque chose de normal que de finalement signifier qu'on reconnaît 3 semaines après l'élection que le président, de facto, actuellement, le président de la République, c'est bien Alpha Condé. Donc que la France le reconnaisse, c'est juste un processus normal du point de vue des relations diplomatiques. Par ailleurs, encore une fois, il n'a pas félicité. Sur la Côte d'Ivoire, moi, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ce n'est pas une validation du processus électoral, mais c'est que le président français a décidé qu'on mettait en premier plan les enjeux économiques et que donc la question démocratique et la question de cette infraction à la Constitution en Côte d'Ivoire étaient relayées au second plan par rapport aux priorités que le président de la République française a estimé nécessaire de mettre en avant. Donc ce n'est pas pour autant une reconnaissance du changement de constitution effectué par le président ivoirien, mais ce que je vous explique, c'est que de mon point de vue, la France oublie ses grands principes pour mettre d'autres principes économiques en avant, sachant que moi, ce que je déplore par ailleurs, c'est que c'est ni satisfaisant pour les Ivoiriens, mais ce n'est pas satisfaisant pour les Français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en préservant, on va dire, cet objectif économique, le président Emmanuel Macron, en réalité, ne préserve qu'un certain nombre de grands contrats avec des grandes entreprises françaises, qui par ailleurs, certaines ne payent même pas d'impôts en France, et qui, leur prospérité ne se retrouve pas dans la prospérité des citoyennes et des citoyens français. Et en favorisant ces grandes entreprises et en ne jouant pas le jeu de la démocratie, on se retrouve avec une situation où
toutes les petites et moyennes entreprises françaises qui pourraient travailler avec des petites et moyennes entreprises ivoiriennes se retrouvent en difficulté parce qu'il y a de la montée de l'insécurité, parce qu'il y a un sentiment anti-français qui peut monter compte tenu de cette validation électorale sans grand principe derrière. Et donc, du point de vue de l'intérêt pour les citoyens français, et moi c'est ce que je représente, hein, je suis parlementaire, donc je représente les citoyens, les citoyennes, eh bien je considère qu'on est perdant. On est perdant en France sur ces modes d'orientation, et la seule manière d'être gagnant, d'abord par rapport à notre histoire partagée avec des pays dont on a été les grands colonisateurs avec toutes les atrocités qui peuvent aller avec, eh bien, on devrait réfléchir à un réel nouveau mode de relation. Et c'est ce qu'avait annoncé le président Macron dans son discours de Ouagadougou à l'université en novembre 2017. Moi, ce discours, je l'ai relu, je trouve que les propos sont extrêmement riches, intéressants, nuancés. Ils comprennent que l'Afrique a bien changé depuis les années 90, et donc ce discours, il était extrêmement pertinent. Malheureusement, il se concrétise nulle part. Donc là, le problème est entier. Et particulièrement dans les séquences électorales, on peut faire ce repérage très précis de l'absence de poursuite du discours du président de la République française sur le terrain avec des concrétisations. Bien, donc on va parler aussi de la Côte d'Ivoire de plus, du fait que vous avez parlé des intérêts français. Guillaume Soro, il a fait des révélations concernant des contrats entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, donc pensez-vous que le silence d'Emmanuel Macron au cas de la Guinée est dû aux intérêts français, et qu'en pensez-vous aux gens qui disent que Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire aux Français? Alors, moi, je crois que c'est extrêmement réducteur. C'est extrêmement réducteur de considérer les choses comme cela. D'abord, la France, c'est pas le centre du monde. Et la France, certes, elle a une influence réelle, importante, mais la Côte d'Ivoire, elle a à tenir compte des équilibres, d'ailleurs des nouveaux équilibres qui sont en train de se construire en Afrique. Et ces équilibres, ils ne se construisent pas seulement avec la France, ils se construisent avec les partenaires américains habituels, avec les partenaires chinois qui sont là depuis quelques années, avec les partenaires russes, avec parfois la Turquie, avec certains pays du Moyen-Orient. Et donc, il y a une réorganisation qui est assez nette et évidente des relations internationales et qu'on retrouve comme une obligation pour chaque pays d'avoir dans sa réorganisation. Et là, la mesure d'Alassane Ouattara, elle n'est pas simplement liée à un équilibre à trouver avec la France, elle est à trouver un équilibre avec toutes ces composantes qui sont en train de se reconstruire, et y compris avec l'Union africaine, avec des pays voisins où les choses évoluent pas mal. Donc pour moi, cette construction qui dirait Alassane Ouattara, il a vendu la Côte d'Ivoire pour 2 ou 3 contrats, jolis contrats à la France, je crois vraiment que c'est une analyse qu'on pouvait avoir dans les années 90, peut-être encore au début des années 2000, mais maintenant, c'est plus la réalité. Et c'est plus la réalité, et c'est tellement plus la réalité que moi, j'ai du mal à accepter certaines décisions françaises qui ne tiennent pas suffisamment compte de ces nouvelles réalités. Parce que finalement, quand on veut avoir de l'influence dans les négociations avec un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, eh bien, je ne crois pas que ça peut juste se traduire par la signature de 2 ou 3 contrats pour des grandes entreprises, même si ces contrats sont extrêmement intéressants parce que ce sont des gros contrats. Je crois qu'il y a quelque chose de plus fort pour un pays comme la France à aménager, qui est une relation durable, où on tire les conséquences d'un passé historique,
et où on regarde la Côte d'Ivoire, puisque vous me parlez de la Côte d'Ivoire, mais ça va être pareil pour des pays voisins, où on regarde les pays tels qu'ils sont aujourd'hui et non pas tels qu'ils étaient il y a 20 ans, voire il y a plus. Parce qu'on a quand même ce Bien, grand problème en France, c'est de regarder encore la plupart des pays africains comme s'ils n'avaient pas évolué depuis 1990, comme si un citoyen ivoirien ne pouvait pas accéder à une information en quantité à peu près où qu'il soit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que le numérique a pu apporter. Eh bien, il y a une nouvelle forme de relation qui s'établit d'un pays à un autre. Et ça, la France n'en tient pas compte pour l'instant, mais la plupart des grandes puissances le saisissent assez peu. Et véritablement, je pense que c'est à moyen terme quelque chose qui posera problème pour la France si elle ne se réveille pas en considérant comment est aujourd'hui la Côte d'Ivoire et comment on peut justement initier des nouvelles relations beaucoup plus saines, parce que la seule relation de grandes entreprises françaises avec l'État ivoirien, c'est pas une relation saine, c'est pas suffisant, c'est important, c'est à considérer, mais ça ne peut pas être que ça notre relation. bien. Donc, on va parler de M. Cellou Dalein Diallo. Vous avez discuté avec M. Cellou Dalein Diallo. Alors, qu'est-ce que vous avez parlé et quel est l'objectif de cet échange? Ben, d'abord, moi, j'avais besoin d'avoir des informations sur sa situation à lui, sur la situation des membres de son parti politique, de comment il voyait la situation en Guinée du fait. Moi, quand j'ai échangé avec lui la dernière fois, la commission électorale avait validé le résultat de l'élection. Et donc, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, j'avais besoin d'avoir des informations. Donc, on a pas mal échangé sur ces questions-là. Et ensuite, moi, j'avais besoin de savoir finalement quel pouvait être le projet et quelles pouvaient être les orientations du premier opposant dans un pays comme la Guinée. Et on a avancé sur un certain nombre de questions qui concernent l'état de droit, qui est une question qui me semble assez essentielle, mais on a eu aussi des échanges sur des aspects qui sont extrêmement puissants, à long terme, mais qui, pour l'instant, font défaut dans la relation France à la Guinée, qui sont les questions éducatives. La question éducative est une question centrale pour l'avenir d'un peuple. Et c'est valable pour tous les peuples de la planète, et bien sûr, donc c'est valable pour la Guinée. Et la situation telle qu'elle est aujourd'hui en Guinée n'est pas du tout satisfaisante de ce point de vue-là. Et donc, moi, j'avais des interrogations. Est-ce que c'est quelque chose qui, chez un opposant, a du sens, ou c'est pas ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse, c'est juste l'avoir la place du chef, je dirais, et puis on en reste là. Mais enfin, j'ai pu voir quand même qu'il y avait un projet politique qui était construit, qui était bien en place, et donc de mesurer que c'était pas juste de dire il y a une opposition, il faut en tenir compte. Il y a une réelle possibilité de débat démocratique et de processus démocratique en Guinée, puisque d'une part, il y a la possibilité d'une alternance vers un autre projet crédible, et d'autre part, les médias jusqu'à présent avaient la possibilité d'apporter une information pluraliste. La difficulté, c'est on est après l'élection, quelque temps après, il y a des coups qui sont portés à l'opposition politique par le pouvoir en place d'Alpha Condé. Et puis aujourd'hui, là, j'ai vu qu'il y avait trois responsables de médias indépendants guinéens qui Oui, étaient convoqués. oui, convoqué, oui, Ouais, tout le à fait fait. que, oui, par rapport à la publication
de 200 milliards de francs guinéens, ce détournement. Donc, ils vont répondre à cela. Donc, qu'est-ce que vous avez, je sais que vous avez discuté. Donc, est-ce que M. Dalling vous a parlé de solutions pour sortir de cette crise en Guinée? Bah, écoutez, les solutions qu'il a en tête sont intéressantes, mais encore faut-il que le pouvoir en place accepte de rentrer dans des logiques qui sont différentes de celles actuellement. Donc, Et qu'il accepte vous parlez d'entendre de... qu'il y a un problème démocratique fort et qu'il faut le travailler sur cette question et que donc il y a besoin d'initier un dialogue mais vraiment très très sérieux. Et pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que la question du rôle de la communauté internationale, d'un pays comme la France, de l'Union européenne et puis des Nations Unies. On a les accords de Cotonou sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont très précis. Hein, quand il n'y a pas le respect par un pays, par son gouvernement d'un processus démocratique, il y a des possibilités d'intervention qui ont été élaborées ensemble et qui ont été signées par un pays comme la Guinée. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive au 10 décembre très prochainement, qui est la journée des droits de l'homme, et les Nations Unies, normalement, sont là pour faire respecter l'état de droit parmi les pays signataires de la Charte de San Francisco, dont la plupart des pays africains sont signataires. Donc, on a des instruments qui sont des instruments juridiques, plus ou moins puissants, mais qu'on peut utiliser. Encore faut-il qu'il y ait de la volonté de la part des pays, des puissances étrangères, de le faire. Et donc l'échange a consisté à voir, ce que la France pouvait faire, deux, ce que l'Union européenne pouvait faire, et comment mobiliser les Nations Unies, qui nous paraissent à l'heure actuelle à des années-lumière, tellement elles sont peu interventionnistes. Bon, moi j'ai travaillé sur la question du Cameroun, j'ai demandé à ce qu'il y ait une enquête internationale, une mission d'experts des Nations Unies pour aller faire des investigations sur des massacres caractérisés. Et pour l'instant, on n'a pas eu ce genre d'enquête et de mission internationale. De la même manière, quand on regarde ce qui se passe à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il y a vraiment des inquiétudes à avoir. Et on peut considérer que les Nations Unies sont la grande absente du moment de difficultés que connaissent un certain nombre de pays africains. Donc les solutions toutes prêtes, on ne les a pas directement. C'est un travail de longue haleine. Il faut réunir un certain nombre à la fois d'organisations et puis de bonne volonté quand il s'agit de défendre la question des droits de l'homme, la question de l'état de droit. Et donc notre échange a consisté à essayer de voir quelles opportunités se présentaient dans les mois qui viennent et comment on pourrait les utiliser. Bien, j'ai une question pour vous venant d'un auditeur qui s'appelle Saïdou Bari. Donc, il m'a demandé de vous poser cette question. Pourquoi la France ne fait que prévenir le président Alpha Condé et pourquoi pas des actes forts connaissant tous les crimes commis par le régime et aussi pourquoi la communauté internationale ne réagit pas? Il y a deux niveaux de réponse. Alors pourquoi la communauté internationale ne réagit pas? Ce n'est pas lié à la situation du Niger, c'est lié à une situation internationale où depuis une dizaine d'années, on est en très très grande difficulté. C'est même pas la période Trump. Déjà dans le moment Obama, on a beaucoup de difficultés à mobiliser les principales puissances mondiales sur les questions de processus démocratique, sur les questions de respect de l'état de droit. Et donc, on a vraiment un travail à reconstruire au niveau de la communauté internationale sur ces sujets pour qu'il y ait de réelles interventions quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, la communauté internationale, elle est uniquement sur le discours et très peu sur les interventions. De temps en temps, il y en a, heureusement, fort heureusement, mais c'est loin d'être suffisant.
Ensuite, sur la question de la France est toujours tiraillée entre un certain nombre de tensions. Trop intervenir à elle seule, c'est considéré comme de l'ingérence. Ne pas intervenir, c'est abandonner un ami. Moi, c'est ce que je considère en ce moment. Mais ce qui est aussi à avoir en tête, d'une part, la France ne peut pas tout. Et aujourd'hui, si la France veut avoir une empreinte forte sur les questions de l'état de droit, des droits de l'homme, pour moi, elle doit faire un travail extrêmement fort au sein de l'Union européenne pour que ce soit l'Union européenne qui parle d'une même voix sur ces questions-là. Pour une raison très simple, c'est que personne n'ignore le passé colonial que peuvent avoir la France et de nombreux pays en Afrique. Et donc, il y a toujours quelque chose d'extrêmement sensible dans la manière dont la France, si elle parle d'une seule voix, va être entendue dans son message, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Donc pour moi, la France doit travailler sur la réponse aux problématiques des droits de l'homme et de l'état de droit en général à travers une action forte au sein de l'Union européenne, parce que si l'Union européenne, elle a eu quelque chose de significatif sur la question de l'élection en Guinée, hein, puisqu'elle a dit que la sincérité du scrutin n'était pas au rendez-vous. Donc, c'est certainement là qu'il y a quelque chose de fort à faire. Mais c'est vrai que la France est beaucoup trop attentiste, de mon point de vue, sur les questions de droits de l'homme, un petit peu partout en Afrique, quand elles se posent. Bien. Donc, par exemple, disons que si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, quelles sont les mesures ou solutions que vous aurez prises au regard de l'Afrique, surtout en ce moment vraiment critique en Afrique, concernant la démocratie, le changement de la Constitution, ainsi de suite? Bah, écoutez, d'abord, je ne suis pas à sa place, hein, ça c'est la première chose. Et la place n'est pas facile pour prendre les bonnes décisions. Mais ceci étant, il y a des questions de priorité. Et c'est vrai que pour moi, les priorités qu'a mis le président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou, elles étaient claires et elles ne sont pas au rendez-vous ensuite dans leur traduction à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose. Donc moi, de manière assez simple, ce que je souhaiterais, c'est qu'on renverse la priorité parce que je pense en plus que si la France est capable vraiment d'être forte sur la question de l'état de droit, elle est gagnante sur tous les tableaux ensuite. Elle est gagnante sur tous les tableaux. Alors que là, moi, ce que je vois, c'est une France un petit peu étriquée, un peu rétrécie, qui essaye de sauvegarder 2 ou 3 contrats, et puis qui finira par les perdre, parce que dans la concurrence avec les autres grands de ce monde, eh ben, on ne gagne pas très souvent. Et donc, il aura tout perdu. Et sa crédibilité sur des valeurs qu'il faut réussir à faire passer, et sur les questions économiques. Donc, à la place d'Emmanuel Macron, bah oui, moi je voudrais simplement que son discours prenne force et réalité et que ce ne soit pas juste de la communication et du discours comme il le fait à présent. Bien. Donc, pensez-vous que la France doit changer sa stratégie en Afrique et comment? Alors, pour moi, là, il y a un changement radical à opérer dans la relation de la France à chacun des pays de l'Afrique. D'abord, il y a une réflexion à avoir parce que la relation avec chaque pays, je crois qu'on peut dire c'est 54 pays qu'il y a sur le continent africain, il n'y a pas une seule relation qui doit être traitée de la même manière. Et on a quand même une forte tendance en France à avoir 4 ou 5 modèles de relations au maximum. Et puis voilà. Non, là, il faut prendre son bâton de pèlerin et recréer quelque chose de précis avec chacun des pays et avec une logique très différente. Je vous l'expliquais un petit peu tout à l'heure. Une des choses qui est évidente, c'est que côté français, comme côté de la plupart des pays africains, il y a de l'appétit à faire des choses ensemble.
Il y a vraiment un bel appétit à faire des choses ensemble. Et le fonctionnement qui consiste à dire les seules choses qu'on fait ensemble, c'est les discussions entre chefs d'État et puis entre grandes entreprises, c'est pas du tout un modèle qui nous permettra d'espérer entretenir des bonnes relations dans les mois et dans les années qui viennent. Donc il faut changer ce modèle. Et par ailleurs, moi je crois beaucoup dans la relation sur des projets. Et ces projets, c'est une multitude de petits projets qui feront qu'on aura des bonnes relations. Si on a une entreprise du numérique qui travaille avec une entreprise du numérique en Guinée, on est sûr d'entretenir une bonne relation entre plein de gens qui sont français et plein de gens qui sont guinéens. Et ça, si on le démultiplie, on a à la fois une montée en puissance des aspects économiques et du commerce entre les deux pays, et quelque chose qui est constructif. Et dans le même temps, on a une connaissance mutuelle qui fait qu'on se respecte et qu'on fait particulièrement attention à l'autre. Et moi, à l'heure actuelle, ce que je vois, c'est que quand il y a une situation difficile dans un pays africain, la France ne fait pas attention. Elle ne fait pas attention comme si c'était un ami, un partenaire de longue date. Parce que sinon, elle procéderait autrement. Ce n'est pas acceptable. Quand on observe la situation au Cameroun, il y a des massacres régulièrement. Il y a Boko Haram qui est au nord du Cameroun, il y a des assassinats très réguliers. Il y a la zone anglophone où maintenant on est dans une situation de conflit avec très régulièrement également des exactions, des assassinats. Et quand le ministre des Affaires étrangères va au Cameroun, il va au palais Etoudi, et puis tout va bien, il revient, il est tout content de nous dire qu'il y a un contrat pour Monsieur Bolloré qui va mieux. C'est pas des relations de pays à pays, ça. C'est des relations d'un petit réseau à un petit réseau, et ça s'appelle les relations France-Afrique telles qu'elles ont existé dans les années 60, telles qu'elles sont continuées dans les années 90. Et sauf qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup changé, et les Guinéens ont beaucoup changé, les Camerounais ont beaucoup changé, et on ne peut pas imaginer rester sur ce système à l'ancienne. Ce n'est plus possible. Donc on va au-devant de problèmes importants. Pour un pays comme la France, c'est juste qu'on va sortir du jeu si on ne change pas notre modèle d'approche, et de manière très très sérieuse. Bien, donc quel est votre mot de la fin? Bah, écoutez, mon mot de la fin, c'est que moi je suis devenu parlementaire français en 2017. À partir de 2018, à travers la situation d'Amadou Vamoulke, qui est emprisonné, c'est l'ancien directeur de la CRTV au Cameroun, qui est emprisonné de manière totalement injuste, et qui plus est à plus de 70 ans, a une maladie neurologique, et qu'on maintient en prison contre toute forme de justice. Bah écoutez, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une mobilisation très forte pour qu'on commence par sortir des gens de son niveau intellectuel, qui sont des richesses pour leur pays, qu'on les sorte de prison, et puis qu'on se mette dans plein d'endroits autour d'une table, et avec un petit peu de raison qu'on réfléchisse, parce que là on est quand même en train de faire un gros gâchis. La France a sa responsabilité sur certaines parties du gâchis. Dans chaque pays, il y a aussi des responsables politiques qui n'assurent pas des responsabilités au niveau de ce qu'on pourrait espérer d'un niveau démocratique digne au XXIe siècle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, monsieur le député. Merci à vous. Merci.